Salut, moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle, d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture. Aquaba! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame attrape ton cœur, direction la Côte d'Ivoire, le White Savior, qui est en 2 parties. Pour cette première partie, on commencera par vous livrer nos témoignages sur notre rencontre avec le White Savior, puis on vous expliquera davantage ce phénomène, avec ses origines, son lien avec le volontariat et le monde de l'entreprise. Enjoy! Hello Niki, comment tu vas? Ça va. Et toi? Ça va. C'est le corona? Ouais, c'est le corona. En fait, tu sais quoi, ça va pas. Parce qu'il faut pas dire ça va quand ça va pas, tu vois, ça va pas. Parce que ça fait quelques jours que j'arrête d'écouter l'actualité. Et ce matin, parce que bon, voilà, c'est anxiogène, ça me rend triste plus qu'autre chose. Et ce matin, j'ai regardé et je suis vénère, tu vois. Je suis vénère. Parce que je sais pas si tu as vu l'histoire des ressortissants africains qui sont malmenés en Chine. Ouais, parce j'ai vu. qu'ils seraient propagateurs du virus. Enfin bref. Tu vois, des trucs comme ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et c'est en lien aussi avec l'épisode. Et enfin, voilà, tout ça, ça me met en rogne, quoi. Après, la Chine a souvent maltraité les ressortissants africains. Ah ouais? Ouais, c'est pas nouveau. Donc du coup, moi, après ce que j'ai vu, je sais pas comment fallait les prendre, mais c'était les gens qui disaient, vous voyez, quand vous avez soutenu les Chinois, ou vous avez défendu le racisme anti-asiatique lié au coronavirus, là, il y a le retour de bâton, où êtes-vous? Moi, je sais même pas quoi penser de ça, tu vois. Mais c'est totalement en lien avec l'épisode, parce que là, pareil, aujourd'hui, je suis allée au supermarché, je voulais du chocolat. Et j'arrive au rayon chocolat, et toutes les marques importées sont vides. Toutes les marques importées, enfin, il y a plus rien. Pourtant, le chocolat ivoirien, qui est quand même... la Côte d'Ivoire est quand même le premier producteur de cacao au monde. Le chocolat ivoirien, ça remplit les étals, quoi. Personne n'y touche. Et si tu creuses bien, c'est même pas une question de prix. Hein. Les chocolats importés sont beaucoup plus chers. Donc tu dis qu'il y a vraiment... il y a un souci, quoi. Il y a un souci quelque part. Après, c'est la vision des produits importés qui a été instaurée. C'est des produits pseudo-qualité. J'aime bien dire pseudo parce qu'on ne sait pas vraiment. Et c'est le prestige lié à acheter une marque internationale étrangère, quoi. C'est comme les gens qui partent à Dubaï acheter de l'or alors que tu trouves de l'or au Mali. Putain, je suis désolée. C'est toutes ces tantis qui prennent l'avion et qui reviennent avec des bijoux en disant « Ouais, je l'ai acheté au Dubaï. Tu aurais pu l'acheter au Mali. » Ouais. Donc voilà, ça, c'est carrément en lien avec l'épisode et ça traduit, on va dire, c'est un mal-être. Hein. Au final, c'est un mal-être. On a tendance à croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu vois. Donc c'est ça un peu le souci. Enfin bon. Ouais, après moi je préfère, même si c'est difficile, m'accorder des moments de gratitude. Ouais. Pour éviter d'être happée par toutes ces informations négatives et anxiogènes, comme me dire je suis en bonne santé, j'ai des infrastructures qui me permettent moi de pouvoir avoir accès à des informations ou même m'évader. Et le fait de manger aussi, c'est important de bien manger. Ouais, j'avoue. Enfin bon, donc voilà, c'était pour les nouvelles. Ouais. Et donc pour cet épisode, l'idée c'était aussi de revenir sur un goumin qu'on a eu il y a plusieurs mois déjà de cela. Donc comme d'habitude, il y a eu une soirée à thème organisée à Abidjan, ce qui est assez régulier. Et celle-ci s'appelait « Maman n'aurait jamais dû te laisser sortir comme ça ». Donc toi, quand tu as entendu ou tu as lu ce thème de soirée, tu t'attendais à quoi? Bah écoute, moi je m'attendais à ce que les gens soient déguisés en mode dégueulasse, tu vois. En mode, je sais pas...
une carotte, enfin, tu sais, des trucs débiles, vraiment des costumes qui n'ont aucun sens, quelqu'un se ramène en pizza, enfin, voilà, du style, enfin, tu sais, d'habitude quand tu sors, je sais pas si c'est chez toi, c'est comme ça, mais moi, ma mère, avant de sortir, elle me dit, montre-moi comment t'habilles, tu vois. Et si c'est pas son goût, elle me chasse. Ouais, c'est un rituel. Voilà. Donc moi, je m'attendais à ça. Mais à ma grande surprise, à mon grand étonnement, bah écoute, les gens étaient habillés en wax, hein, en pagne, tissu pagne, chemise en pagne, robe en pagne et tout. Et là, je regarde les photos du truc, je me dis, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment le pagne est considéré comme ça, enfin, c'est quoi le souci en fait? C'est quoi? Tu vois? Franchement, waouh, ok. C'était ça ma réaction, ok. Ouais, j'avoue, tout comme toi, moi je m'attendais à des déguisements, genre des perruques avec des cheveux violets, Ouais, roses, des trucs ou comme ça. des gens en pyjama, quoi, un truc dégueulasse. Mmh. Et en regardant, je sais que la première fois, je regarde les photos, je me dis, je me suis trompée de photo. C'est vrai, hein, parce que je me suis dit, bon, il y a un décalage, pourquoi tout le monde est en Ouais. paille? Ouais, Puis je bah oui. recommence, et je regarde d'autres photos un peu, je vois, c'est vrai, certains sont dans le thème dégueulasse comme tu t'y attendais. Et je relis le thème, et je revois encore ces photos de gens en paille. Je me dis, mais un truc qui ne va pas. Ouais, en plein Et à la Abidjan. fin, je me dis, ouais. Et en fait, tu sais, j'ai voulu nier, tu sais, je négocie avec moi-même, mais non, les gens ne vont pas oser faire ça et tout. Et la troisième fois, j'ai fait, en fait, ouais, accepte. Si, ils osent. Les gens ont osé insulter la manière de s'habiller des Ivoiriens au quotidien qui portent souvent du pagne, du wax et autres tous les jours. Chez Quoi. eux, hein, c'est même pas genre ils t'insultent à l'extérieur. Non, ils viennent chez toi, ils t'insultent, tu vois. Ouais, comme quoi, il y a des gens qui, même dans leur pays d'accueil, ils se lèvent et ils se permettent d'insulter ceux qui les accueillent au quotidien sans se cacher. Hein. Voilà, c'était le goumin qui a macéré pendant plusieurs mois. En plus, c'est vrai, la soirée elle date de 2019, tu vois, mais on s'est dit, franchement, ça a gardé. Ça a gardé pour montrer l'absurdité de certains actes ici, tu vois. Et ce qui est aussi marrant, c'est que moi, je me souviens, on a découvert ces photos quand on était... on a discuté de ces photos quand on s'est retrouvés dans un café, on écrivait nos thèmes là, pour le podcast. Oui, exact, c'est et ça. c'est là, on était... Tu as vu là, cette dernière soirée? Ouais, et toi? On pense quoi? Allez, on va mettre sur la liste. On met sur la liste direct. Aujourd'hui, l'épisode du jour s'appelle Direction la Côte d'Ivoire, le White Savior, plutôt donc le Sauveur Blanc en français. Donc, avant de commencer cet épisode, on va partager des phrases ou des expériences vécues en Côte d'Ivoire, prononcées par certains gens. Heureusement, c'est une minorité, c'est vraiment exceptionnel. Mais nous, ça nous a resté là et on veut vraiment parler pour qu'on puisse partager et discuter de ces cas exceptionnels, en fait, ce qui est propre à notre expérience. On a chacune 10, je pense. Donc, l'idée, c'est de lire les phrases et après revenir sur celles qui nous dérangent le plus, en fait. Donc voilà, c'est parti. Bah, toi, à l'honneur, Bi. Donc, mes phrases. Donc, je fais de l'humanitaire à Abidjan. Donc ça, c'était prononcé par une chargée de communication pour une association ivoirienne qui fait de l'éducation auprès de personnes adultes. Juste pour préciser, en fait, à Abidjan, on ne fait pas de l'humanitaire, mais du développement. Ouais. Ouais. Non, l'humanitaire, c'est vraiment en cas d'urgence. Attends, explique parce que je comprends pas. Explique. En fait, l'humanitaire, c'est quand tu résous un cas d'urgence, en fait. Donc, par exemple, tu viens, je sais pas, après la crise, tu viens ici, tu donnes des soins médicaux, tu donnes de l'alimentaire, des trucs. C'est vraiment une réponse dans l'urgence. Alors que le développement, c'est un programme qui s'inscrit sur une durée plus longue. D'accord. Donc bien souvent à Abidjan, en fait, c'est des programmes de développement qui sont mis en charge en lien avec l'appui technique, que ce soit sur le plan médical, sur l'éducation, après d'autres choses en lien avec l'autonomisation des femmes,
toutes les batailles autour du genre et des violences basées sur le genre. D'accord. Ça, c'est vraiment des programmes de développement. Donc, à Abidjan même, il n'y a pas d'humanitaire. Ok, ça marche, ok. Donc, ouais. D'où la phrase un peu bizarre. Ok, continue. Après, je vais t'apprendre l'Afrique. Donc, c'est prononcé par un patron français blanc qui explique à son employée ouest-africaine la situation. Ok. Après, il faut te faire un bel étalon ivoirien avant de repartir en France. Donc, c'est un Ivoiro-Libanais qui a dit ça à une Française blanche qui était sur le point de rentrer en France. Ensuite, ma petite chose, un Français blanc qui appelle sa femme originaire d'Afrique centrale en lui caressant la tête. Oh, Seigneur. Ouais. Je connais bien l'Afrique, j'ai travaillé pendant 10 ans au Sénégal, prononcé par un Français blanc en Côte d'Ivoire. Ensuite, les Ivoiriens, ils savent pas travailler, ce sont des fainéants, faut tout leur dire et leur montrer. Donc prononcé à plusieurs reprises par des Français blancs, des Ivoiro-Libanais. Abidjan, c'est pas assez authentique, c'est pas l'Afrique, c'est trop urbanisé. Je préfère le nord du pays, plus traditionnel avec des cases, prononcé par un Français blanc. Ouais, ça j'ai entendu aussi. Ouais. J'adore la Côte d'Ivoire, les gens sont gentils, le personnel de maison te sert ton café, reste jusqu'à pas d'heure chez toi. C'est pas comme au Liban où tu peux pas demander ce genre de choses. Prononcé par une Libanaise qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire. J'aurais du mal à suivre une messe donnée par un prêtre ivoirien en France, ça me toucherait pas. Tu vois, ici, j'ai du mal avec la messe. Prononcé par un Français blanc. En expliquant sa sortie de messe. Et enfin, c'est un sentiment, c'est une sensation plutôt, que j'ai eu à plusieurs reprises, c'est d'être perçue comme une petite. Notamment dans les milieux français en fait, donc plutôt blanc quand j'allais dans des endroits où il y avait très peu de noirs. Et donc les petites, ça frôle souvent un peu en fait entre la prostitution ou non, mais c'est associé à des jeunes femmes en fait qui aspirent en fait à améliorer en fait leurs conditions de vie ou avoir des cadeaux par des hommes Expatriés. Expatriés ou même des hommes étrangers, locaux qui ont un peu plus d'argent quoi. Donc voilà, ça c'était mes phrases choquantes et des expériences un peu particulières. Ouais. Et toi, Niki, est-ce que tu voudrais partager tes phrases, tes expériences et tes sentiments avec Ah mais bien sûr, madame, attendez. Alors, moi, en termes de phrases ou de situations choquantes que j'ai pu entendre ou vivre ici, comme Bill a dit, bon voilà, ça concerne juste un petit groupe de personnes, mais pour moi, c'est vraiment très très mal placé voilà, tu le dis pas en Côte d'Ivoire, quoi. Il y a certaines phrases qu'on va retrouver aussi dans les tiennes. Non mais, par exemple, ça c'est un truc que j'ai entendu encore la semaine dernière. Je comprends pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que toi tu pourras m'éclairer. Non mais vous êtes africaine, mais pas vraiment. T'as une explication ou pas? Non, je réfléchis encore. Je pense qu'après 5-10 ans passés ici, peut-être que j'aurai l'étincelle et je vais comprendre. Je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin bref. Il y en a un qui nous a sorti: les fournisseurs sont nos esclaves. Voilà. Troisième, c'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on se rend compte de la chance qu'on a. Les gens se débrouillent avec pas grand-chose. Ça, c'est un groupe d'expatriés qui se remémoraient tout ce qu'ils pouvaient faire ici à moindre coût. Donc voilà. Je suis arrivée ici et j'étais déçue. Je m'attendais à vivre la vraie expérience africaine. Ça rejoint ce que tu disais, les gens qui arrivent à Abidjan et croient que ça sera la jungle, quoi. Cherche la terre rouge et de la case. D'ouf. Un autre, c'était un ex-ami. Ouais, je précise ex-ami. Ex-ami français, ouais. Qui me dit... en fait, je lui ai expliqué que moi, j'aime me faire inviter au restaurant, tu vois. C'est vraiment mon kiff à moi, c'est mon délire. Et le gars, il me répond: ah, mais pour le coup, tu es restée africaine sur cet aspect-là. Wow. Franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bref. Ça, c'est une autre nana qui me dit ça. Tu as 3 handicaps, tu es jeune, tu es une femme et tu es noire.
Tu vois, comme on me dit ça en France, en France, c'est vraiment le leitmotiv pour affronter la vie. Tout comme me disent en France, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, en fait? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, tu vois? Mais du coup, qui l'a dit? Justement, je reviens, c'est une expatriée française qui m'a dit ça, dans le cadre du travail. Bon, ok. Après, ce sont des situations. On a un directeur blanc qui donne un coup de pied au cul à un de ses collaborateurs noirs. Et t'as les autres qui sont en retrait, qui rigolent en soutenant que c'est une relation père-fils, tu vois. Oh. Je sais pas. En fait, dans toutes ces situations, j'essaye d'inverser les rôles, tu vois. Je me dis, si c'était un noir qui faisait ça à un blanc, est-ce que j'allais réagir comme ça, tu vois? Ou si c'était un noir qui faisait ça à un noir, est-ce que j'allais réagir comme ça? Un noir ne ferait pas ça à un autre noir, je pense pas. Hein. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, donner un coup de pied au cul. Sauf si vraiment Non, un collaborateur comme ça, je pense pas. Franchement, si vous avez déjà vu ça, dites-le moi, mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment jamais. Il y en a un, ça c'était en soirée. Ça, on me l'a raconté parce que je pense que ce collègue, il aurait jamais pu me dire ça en face. Il était un peu bourré et il expliquait à un de mes potes que la colonisation avait eu des effets positifs. Parce que lui, lorsqu'il allait dans les villages, on lui disait, oui, grâce aux Blancs, la population locale avait accès à l'école et à la santé, tu vois. Et pour lui, c'était vraiment une fierté. Il t'expliquait par A plus B que voilà, la colonisation était quand même quelque chose de très important. Et aussi, il y a l'avant-dernier, c'est pour rejoindre l'histoire des petites, arriver dans un bar, être l'une des rares noires, essayer de faire la conversation et t'as le gars en face en général, c'est des Français expats qui te répondent ah mais t'es française, comment ça se fait? Ok. Et là, franchement, je sais même plus ce que je réponds. Je sais même plus ce que je réponds dans ces cas-là, franchement. Et le dernier, c'est ça, je le vois souvent en entreprise. Le ton condescendant et paternaliste que certains employeurs ont envers leurs employés. L'enfantillage, quand tu vois qu'on traite des vieux, enfin des pères de famille comme des enfants. On leur dit oui, tu prends une feuille et un stylo, tu m'écris ça tout de suite. Hier, j'étais dans un cabinet médical, il y en avait un qui hurlait, mais comme pas possible, sur un jeune qui était en train de l'aider, s'il te plaît. Mais tu me fais chier. Enfin, on parle pas comme ça des êtres humains, tu vois. Même en temps normal, on parle pas comme ça, tu vois. Encore une fois, dans des situations comme ça, j'inverse les rôles, je me dis, bon, si c'était l'un, est-ce que j'allais réagir comme ça? Mais en fait, si, enfin... Non, quoi, on traite pas les gens comme ça. Enfin bref, voilà le résumé des 10 phrases ou situations qui m'ont le plus choquée dans ce contexte ivoirien, quoi. Abidjanais. Wow. Merci pour le partage. Je sais pas quoi dire. Mais non, parce qu'il y a des phrases, tu me les avais déjà dites avant, donc ouais. Je voudrais dire, normalement, je suis censée être habituée, mais en fait, finalement, ça me dresse les poils. Et comme tu dis, c'est pas forcément une situation d'origine, de couleur de peau. Il y a des fois où c'est les êtres humains, t'es censé traiter de manière, on va dire, respectueuse, quoi. Ouais. Donc éviter les insultes, éviter aussi l'approche carrément physique, parce que le coup de pied au cul, faut le faire. Hein. Non, mais c'est un délire. Parce que même tes enfants, tu leur donnes pas des coups de pied au cul, donc faut se calmer. Et le ton paternaliste ou bon, le terme les esclaves, on va pas revenir là-dessus, mais moi pour moi, si tu arrives à sortir ce mot-là avec autant d'aisance en public, je sais même pas ce que tu dis en coulisses, quoi. C'est une parole totalement décomplexée, il n'y a pas de prise de recul, tu te mets pas à la place de ceux qui vont recevoir. Et après, ce serait facile aussi de blâmer ceux qui sont en face, de dire ouais, ils devraient répondre, mais en fait, selon les situations, tu sais pas si tu es amené à pouvoir répondre ou non. Ouais. Et, parce que si c'est un contexte de travail et que c'est ton manager, et que toi, ton salaire te permet de faire vivre, je sais pas, toute ta famille, voire plus, bah, tu vas prendre sur toi pour pouvoir justement continuer à avoir ton argent, quoi. Après, donc derrière, ça crée, je pense, de la détresse émotionnelle quand tu rentres chez toi. Je sais pas comment tu te sens. Je sais pas. Sachant que, je vois déjà les gens venir, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, on pourrait contacter les ressources humaines, les trucs comme ça. Oui, mais non. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Même culturellement parlant, en fait, c'est même pas genre le mindset et tout. C'est la culture. On en parlera dans un prochain épisode. Il y a une culture de... En fait, la hiérarchie est très très respectée ici.
Mm. Et moi, c'est un collègue de l'ethnie des Baoulés qui m'avait expliqué. Il me dit, même si ton chef a 5 ans, tu te dois de le respecter en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il y a un truc de hiérarchie qui est très très respecté dans le monde du travail ici. Donc c'est pour ça que je pense que ceux qui ont l'avantage, ils profitent. Et ceux qui subissent, ils subissent jusqu'au bout, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la seule chose que je puisse dire, c'est des situations où c'est dans le cadre perso, par exemple, tu as le corps des hommes ou des femmes qui sont chosifiés, ou bien on te respecte pas parce que, soi-disant, le principe des petites, déjà je comprends pas ce délire. Ouais. C'est le seul moment, j'ai envie de dire, tu peux réagir et là, donc soit tu ne réponds pas et tu ignores la personne, soit tu coupes les ponts avec certains, voire sinon tu les remets à leur place, quoi. Mais je sais qu'on a perdu pas mal de potes à cause des comportements comme ça. Enfin, franchement, il y a des trucs, non quoi. En plus, ça se révèle le jour, tu vois, tu discutes avec la personne, c'est comme un qui me sort quoi. Ah non, mais les noirs, c'est pas trop mon délire. Mec, t'as Abidjan, enfin, je sais pas. Je sais pas quel est ton souci. Ok, d'accord. Enfin, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, en fait? On dit pas que t'es venu ici pour sortir avec des go, mais quand même, enfin, tu fous quoi ici? Enfin, bref. Ouais, ça fait toujours rire. Et après, finalement, comme ils disent, ils passent de l'autre côté, ils sont là, ils te font toute une dissertation. Ça veut dire, en fait, c'est ta vie, je m'en fous de ce que tu fais. Ouais. Voilà, c'était les petites phrases et les sensations et les expériences vécues qui justement accompagnent le thème vraiment de l'épisode, qui est le White Savior, donc le sauveur blanc en français. Donc pour cette partie-là, on va se prêter à un petit exercice où Niki a mené une enquête et va pouvoir... détective Niki. Du coup, on va pouvoir comprendre davantage ce phénomène. Alors, Niki, en fait, qu'est-ce que le White Savior ou le sauveur blanc en français dont on entend beaucoup parler ces derniers temps? Alors, d'après la définition que j'ai trouvée sur Internet, enfin, tous les liens pour les ressources seront mis dans les notes de l'épisode. Le complexe du sauveur blanc ou le White Savior complexe, c'est une forme d'expérience émotionnelle, sincère ou déguisée qui permet de valider des privilèges et de soigner son image. Et justement, le White Savior ou le sauveur blanc a été mis en exergue avec l'avènement des réseaux sociaux. On voit bien sur les réseaux sociaux tout l'égocentrisme qui est concentré dans tout ce qui est volontariat ou encore humanitaire. Tu vois. On a les photos des petits volontaires qui prennent en photo des petits Africains et qui disent ouais, je veux tous les adopter, tu vois. On a tous cette image-là en tête. Donc voilà, c'est ça un peu le complexe du sauveur blanc. Ok, mais vu que tu parles du volontariat, des réseaux sociaux, donc souvent en fait justement le White Savior est souvent associé à ce qu'ils appellent le volontourisme. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi cette association aussi poussée en fait? En fait, le volontourisme, ce sont en général des agences de voyage ou des ONG, si je ne me trompe pas, qui proposent à des touristes, enfin la plupart du temps non expérimentés, de donner leur aide à des populations locales. Enfin, aller dans un village, construire une école et tout, voilà. Et c'est un vrai business maintenant. Et qui est de plus en plus répandu, surtout, moi j'ai beaucoup vu dans les pays africains en fait. Donc voilà. On a même, il y a eu un scandale récemment qui est sorti sur une américaine qui gérait un hôpital d'enfants mal nourris et qui était à l'origine d'une centaine de décès. Encore une fois, c'était une volontaire qui était allée là-bas comme ça et qui s'est autoproclamée médecin et voilà, qui a créé ce drame-là. Elle a fait aucune étude de médecine? Non, rien, zéro. Waouh. Zéro, et elle a réussi à être à la tête d'un hôpital d'enfants mal nourris. C'est hyper choquant. Mais du coup, les personnes qui finançaient son activité ou même les gens qui travaillaient avec elle n'ont pas vérifié ses antécédents, rien? Bah non, elle fait un acte... Enfin, je sais pas, elle sauve des petits Africains. Pourquoi tu veux qu'ils fassent des... Non. Non, mais attends. En fait, c'est comme si demain,
Enfin, je vais peut-être être de mauvaise foi sur ce coup. Demain, tu me disais, où vont tous les dons de l'UNICEF? Franchement, si quelqu'un réussit à me répondre à cette question-là, moi, je veux bien, tu vois. L'UNICEF ou une autre, une grosse structure qui te flash des images à longueur de journée d'enfants qui sont en train de mourir dans le désert. Enfin, voilà. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que pour certains, peut-être le gain, le nombre de gens sauvés était plus important que le nombre de personnes perdues. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Et du coup, puisque c'est associé au volontourisme et au volontariat, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une racine plus historique au White Savior que juste ce phénomène récent dont on parle? C'est vrai que c'est associé au volontariat, mais pas que. On le voit aussi dans le monde de l'entreprise. En l'occurrence, les phrases qu'on a lues, il y en a plein qui viennent ici avec une posture paternaliste, condescendante, moi je trouve. Et voilà, leur seul but, c'est bon, ils peuvent pas partir parce que vous comprenez, les pauvres petits Africains ont besoin d'eux, etc. Tu vois. Et oui, bien sûr que ça a une racine historique. Ça part de la colonisation, carrément. On va aller au cas simple, la conférence de Berlin, où tu as un groupuscule de personnes qui se sont assis pour partager l'Afrique comme une part de gâteau, parce que soi-disant l'Afrique ne pouvait pas se prendre en charge toute seule. Donc voilà, ça part de là. Ça continue vers la décolonisation aussi, où on estimait que, l'Occident estimait que les pays africains ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls. Et ils ont mis en place des systèmes pour permettre une assistance, par exemple militaire, et je mets des guillemets sur le mot assistance. Le fait que le franc CFA soit produit à l'extérieur du continent, enfin bref, voilà, toutes ces mesures mises en place pour soi-disant assister l'Afrique qui ne peut pas se prendre en charge toute seule. Donc voilà, on a ce paternalisme qui est perpétué. On a aussi l'éducation. Pour moi, ça passe par là aussi. On éduque les enfants à avoir cette posture de supérieur, tu vois, cette posture de paternalisme. Je sais pas si tu es au courant du scandale qu'il y a eu dans une école nantaise qui disait à ses élèves de décrire les points positifs de la colonisation. Ça, tu l'avais vu? C'est vrai, je l'ai vu. Voilà, il y avait aussi mon exercice en terminale sur Marianne, là. Et moi, je me souviens aussi un cours à la fac, un cours de virologie où la nana t'expliquait qu'en fait le sida était originaire du Congo parce que là-bas dans les marchés, vous comprenez, ils mangent du singe et tout. Il y a que ça partout. Je me souviens, j'étais en cours, je me dis mais attends, elle est sérieuse elle? Franchement, je me souviens pas trop de ma réaction. Il faut savoir qu'à chaque fois, dans ces moments précis, j'étais toujours l'une des rares noires dans l'amphithéâtre, tu vois. On est 200, on est deux noirs. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de me dire que les Congolais, ils mangent du singe à outrance, tu vois. Rien, elles s'en foutent. Clairement, personne ne va la contredire. Hein. Bah oui. Ouais. Donc voilà, donc pour moi, ça part même de l'éducation. On éduque des enfants à avoir un regard différent sur l'Afrique et on perpétue, on aide ces enfants-là à perpétuer ce genre de pratique. C'est vrai qu'il y avait une position de l'État français d'essayer de parler des bienfaits de la colonisation. Je crois que c'est passé sur notre génération à nous, ça a commencé. C'était Sarkozy qui avait mis ça en place, un truc comme ça. Ouais, bon, après son discours à Dakar, tu m'étonnes qu'il ait mis un truc en place comme ça. Enfin bref. Peux-tu nous parler vite fait de son discours? J'ai relu son discours justement pour préparer l'épisode. Il est trop long, franchement, il dure 1 heure, non, le discours, un truc comme ça. J'ai juste lu une partie, j'ai descendu, j'ai dit mais attends. Enfin bref. Et j'ai pas tout lu. Parce que pour moi, c'était... En fait, tout ce que ça m'a incité, c'était de la colère, tu vois. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a voyagé, il est allé à Dakar. Il va chez vous, il vous insulte, quoi. En fait, pour moi, c'est ça, c'est le manque de respect. Enfin, c'est impressionnant. Impressionnant. Et après, je me dis, tu sais quoi, il n'y a que nous pour permettre ce genre de choses. Avec sa fameuse phrase, l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. N'est pas assez rentré dans l'histoire, que son quotidien, c'est un éternel recommencement. Ah bon? En fait, moi, franchement, ce qui me fait le plus mal, qu'il soit resté, s'il était resté en France et qu'il avait sorti des trucs comme ça, ok, soit, tu vois, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, liberté d'expression. Mais non, tu viens chez les gens et tu les insultes. Enfin bref, donc voilà.
On revient toujours à ce que tu dis, au paternalisme. Et finalement, moi, en t'écoutant, je me dis, donc on parle du paternalisme dans le White Savior, mais aussi on parlait du paternalisme pour utiliser des expressions colon, coopérant, missionnaire. Pourquoi on n'a pas gardé ces mots-là, d'inventer un nouveau mot, en plus en anglais, White Savior, que tout le monde utilise. Parce qu'en anglais, rappelle-toi aussi, c'est pareil pour le parallèle noir et black. En anglais, je sais pas pourquoi les Français ont tendance à croire qu'en anglais, ça adoucit, ça arrondit les angles, tu vois. Ça fait que le mot est moins choquant. Quand tu dis black au lieu de noir, ça passe, tu vois. C'est pas très raciste, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que ce terme-là est utilisé. Et aussi, il faut dire que si tu les appelles comme ils devraient être appelés, c'est-à-dire colons, missionnaires ou autres, ça rappelle le passé, en fait. Et à ce que je sache, la France n'a jamais présenté ses excuses pour que ce soit l'esclavage, la colonisation ou la décolonisation. Tu vois, il n'y a jamais eu réparation. Je pense pas que la réparation fasse quelque chose. Enfin, il y a aucune somme d'argent qui pourrait ou de réparation qui pourrait, réparer ce mal. Mais bon, il n'y a jamais eu de prise de responsabilité. Donc, si tu les appelles colons ou missionnaires et tout, c'est rappeler ce passé-là, tu vois. Donc non, attends, ils se dédouanent de ça, donc pourquoi les appeler comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai que c'est du coup très négatif. Ouais, très. Ouais. Et pour revenir un peu plus au présent, comment on peut voir justement ce phénomène de sauveur blanc ou de White Savior au quotidien en Côte d'Ivoire? Au quotidien. Mais ça serait pas qu'en Côte d'Ivoire par contre. C'est vraiment. Moi, je l'ai vu dans les pays d'Afrique que j'ai fait. Ghana, Burkina, Sénégal et Côte d'Ivoire. Pour le Burkina, je me souviens quand j'avais fait ma mission, la chose qui m'avait le plus choquée, c'était que notre avion, l'avion que j'avais pris, il y avait la moitié. C'était des jeunes Belges, je pense. Je te dis qu'ils remplissaient l'avion la moitié. Ils avaient tous des pulls rouges, donc tu les reconnaissais, qui allaient en mission humanitaire au Burkina, tu vois. Bon, bref, donc c'est des blancs, ils ont tous le même uniforme, ils sont facilement reconnaissables dans la rue, tu vois. Et à chaque fois que je les voyais, c'était toujours le même scénario. Ils vont pas te prendre, par exemple pour les transports en commun, ils vont pas te prendre les voitures 4x4 luxueuses que tu vois, qui existent dans les capitales, mais ils vont aller chercher le plus pourri des taxis pour se prendre en photo et dire African Life, tu vois. C'est ce genre de truc que tu rencontres ici. Moi ça me met en rogne. Je l'ai vu au Ghana, je l'ai vu au Burkina, je l'ai vu même ici. C'est pourquoi faire ça en fait? Sachant qu'à côté t'as des buildings, sachant qu'à côté t'as des baraques hors de prix. Bref, t'as de tout quoi. T'as de la voiture la plus chère à la voiture la plus pourrave. T'as de tout, mais pourquoi choisir seulement cette option-là? Il y a aussi la représentation culturelle où on voit cela au quotidien. Tu te souviens je sais pas si tu as déjà vu le clip de la chanson Petit Yodé et l'enfant Siro, Victoire. Non, ça me dit rien. Mais si tu connais la chanson, obligé tu connais la chanson, c'est Jésus et Satan là. C'est Satan est arrivé dans un kimono noir. C'est vraiment si, mais j'ai jamais vu le clip. Faut voir le clip. Le clip, Satan est noir, foncé, et Jésus est clair de peau. Tu vois, donc là, ça rentre encore dans un truc de colorisme. Bref, voilà ce genre de sujet qui mine notre société. Il y a ça, et aussi la représentation religieuse. Où t'as Jésus qui est blond aux yeux bleus, Marie pareil, tu vois. Tu vois ça en gros dans les églises. Moi, à chaque fois que je vois ça, ça m'irrisse le poil, tu vois. Bref, t'as toutes ces représentations-là qui font aujourd'hui, au quotidien, dans la plupart des villes africaines, t'as le blanc qui est toujours là à tendre la main au noir, tu vois. Et c'est ancré dans les cultures. Jésus est blanc, tout ce qui est bien est blanc, et tout ce qui est forcément sale ou mauvais est noir. Ok. Et tu disais plutôt aussi en entreprise, on peut voir certains actes? Ouais, en entreprise, je dis comme... je me souviens, il y a une dame qui me disait qu'elle pouvait pas partir de la Côte d'Ivoire parce que, je comprends, ils sont très attachants, en plus, on peut pas les laisser comme ça, vu leurs conditions de vie, machin. Ok, je sais pas si eux, ils t'ont attendu pour... je sais pas, pour être sauvés, bref, voilà. T'as toujours ces petites remarques envers la population qui sont assez déplacées et gênantes pour moi. D'accord. Ouais, toi, est-ce que tu penses à quelque chose? Est-ce que tu penses à quelque chose dans ce contexte-là?
Non, non, c'est globalement c'est ça, hein, c'est que déjà cette présentation du blanc, c'est ancré dans les mentalités qui Ouais. sauvent, ici dans ce contexte, les Ivoiriens ou les Africains en général. Et ce qui fait que beaucoup de Français qui viennent ici en mission, ou des expatriés ou autres, se sentent investis d'une mission d'aider le peuple ivoirien Ah ouais, ou c'est autre, ça. avec cette position effectivement parfois très condescendante en fait. Et même, ça se traduit aussi dans les dons. J'ai déjà vu des... Enfin, moi, tu vois, les collectes de vieux livres, de vieux vêtements et tout ça, là, pour soi-disant envoyer en Afrique. Mhm. Moi, franchement, ça me gêne profondément, hein, ce genre de collecte, tu vois. Pourquoi? Bah, en fait, t'envoies, la plupart du temps, tu vas envoyer des livres qui sont pas adaptés à la population. Je sais pas pourquoi, je dis de tête comme ça, je sais pas pourquoi un petit Ivoirien lirait Martine va, je sais pas, au ski. Euh, je sais pas. Même des fois, c'est des trucs usagés. Donc, ça veut dire que même quand tu envoies, tu ne respectes pas assez les personnes. Enfin, tu considères pas qu'ils aient une espèce de dignité, qui ne méritent pas des choses neuves, tu vois. C'est des choses abîmées. Enfin, voilà. Donc, moi, ça me dérange un peu ce genre de collecte. Que ça soit des choses adaptées à la population à laquelle tu envoies, oui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des vieux t-shirts, des vieux livres et machin, il y a Emmaüs pour ça, hein, tu vois. Après, comme tu dis, s'il faut faire des dons, il faut que ce soit adapté. Et qu'en est-il en fait des associations ou même toutes les initiatives de coopération, de développement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les pays où tu as été justement? Bah, moi, juste pour placer les choses dans le contexte, j'ai fait une école d'agrodéveloppement où justement on nous formait à tout ce qui est développement dans des pays dits du Sud, tu vois. Donc ça aussi, ça a permis Enfin voilà, c'était dans ma démarche de retour sur le continent que j'ai suivi cette formation-là. Et justement, au cours de ces formations, on t'expliquait les dérives du développement, tu vois. En général, les gens qui vont faire du développement, ils ont toujours cette position de supérieur, tu vois. Nous apportons la connaissance, nous apportons le savoir, sans forcément prendre en compte le contexte socio-culturel, le contexte économique, enfin voilà, sans prendre en compte le contexte dans lequel ils vont agir. Exemple, la mission que j'avais faite au Burkina, avec du recul, je me rends compte en fait qu'on n'avait pas le bon positionnement quand on est allé. Pour la petite histoire, on était allé faire une étude de filière maïs pour une fédération de producteurs de maïs. Voilà, la méthodologie, c'était poser des questions, recueillir des informations et proposer des pistes d'amélioration. Nous, on s'est positionné en tant qu'expert, enfin certes expert junior, mais on s'est positionné en tant qu'expert. Et quand on a rendu ces livrables-là, nos professeurs nous ont fait comprendre en fait que on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Parce que, au final, on a été guidés. Enfin, au final, cette coopération-là nous a amené exactement là où ils voulaient qu'on aille, tu vois, pour pouvoir avoir les arguments pour d'autres enjeux qui ne nous concernaient pas, pour d'autres enjeux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des fonds monétaires, etc., tu vois. Et notre étude, au final, elle allait servir d'appui pour eux continuer leur travail, enfin les travaux qu'ils avaient à faire plus tard. Je pense que si on avait eu un positionnement plutôt d'apprentissage, on aurait pu déceler un peu plus les failles du système. Parce que quand tu fais une étude, tu es censé étudier ce qui est positif et ce qui est négatif. Ça va de soi, tu vois. Et après, poser ton diagnostic. On s'est rendu compte, en fait, que pendant les interviews, on interviewait uniquement les producteurs qui adhéraient à cette coopérative. Alors que ça aurait été pertinent d'interviewer d'autres producteurs en dehors pour avoir leur vision à eux, tu vois. Et pour nous, on avait réussi à la mission. Mais quand tu rentres au Bercail, on te dit en fait non, vous avez tout foiré, tu vois. On a eu une note correcte parce que bon, il y avait quand même eu un travail qui avait été fait derrière. Mais pour moi, avec du recul, et ça n'engage que moi, je sais pas pour mon groupe de potes, bah pour moi, on a foiré à cause de notre positionnement. Tu vois. Okay. Et généralement, c'est cette critique-là qui est apportée par rapport au développement, c'est que on vient, ça c'est le conte No White Savior qui le dit très bien, on vient en tant que porteur de voix pour ceux qui n'ont pas de voix, alors qu'au final, on étouffe la voix de ceux qui devraient s'exprimer, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois.
Donc, Voilà. ok, donc il y a un problème de empowerment, comme on dit, et aussi d'élargissement en fait, de l'échantillon, de la phase d'apprentissage. En fait, il faudrait revoir tout le cycle Exactement. de comment tu mènes ton diagnostic, comment tu poses ton expertise, que ce soit dans le développement, mais ça rejoint aussi le secteur privé. Hein. Donc, quand tu Ah oui, totalement. as besoin d'un cabinet de consulting ou bien tu as d'une agence marketing et tout pour t'accompagner, donc souvent, c'est des agences qui sont de l'extérieur, qui viennent Qui viennent, ouais. et qui n'ont pas forcément une position assez forte dans le pays, qui ne connaissent pas forcément le contexte, et du coup, tu as des choses totalement dépositionnées, déphasées avec les attentes et les besoins locaux. Mais je t'avais Mais, raconté ma formation que j'avais suivie sur le management, justement, où la nana nous expliquait qu'en fait, l'entreprise, quand elle s'implante, c'est aux salariés de s'adapter à la culture de l'entreprise et non le contraire. Pour moi, ça m'a choqué. J'ai dit à la dame en fait que votre système ne marchera pas parce que vous prenez pas en compte la culture d'où vous vous installez. Elle dit non, c'est l'employé de s'adapter à l'employeur. Alors que quand une entreprise étrangère va s'installer en Asie, elle adopte la culture asiatique. Quand elle va s'installer en Amérique, elle adopte la culture locale, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi quand ça serait en Afrique, enfin surtout francophone, et on va parler du contexte ivoirien, pourquoi est-ce que les gens ne feraient pas cet effort-là, tu vois? Voilà. Ça, c'est un phénomène très répandu et effectivement, dans l'Afrique francophone, les grands groupes, quand ils viennent, il n'y a pas de culture d'entreprise, on va dire, typiquement ivoirienne qui prend le dessus sur la culture globale. Parce qu'effectivement, il y a une culture d'entreprise globale, c'est ça que tu mets dans toutes tes filiales. Et après, chaque filiale, en fait, ajoute sa propre culture et tu as un autre type de culture d'entreprise qui se développe. Ça, peut-être que ça changera avec les générations. Et après, c'est aussi que les ressources humaines sont peut-être pas assez fortes en fait localement pour pouvoir mettre en place un système organisationnel et promouvoir davantage une culture d'entreprise propre à sa filiale. Ça, je t'avoue, je ne savais pas rebondir là-dessus. Je sais pas du tout. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'épisode. On vous invite à poursuivre l'écoute de notre réflexion sur le White Savior dans la deuxième partie, où nous parlerons davantage des formes de dénonciation du White Savior versus le Black Savior, quelques tips pour éviter cette posture du Black Savior, et enfin on vous partagera nos kiffs du moment. Bon, c'était nous sur Madame Attrape ton cœur. Merci de nous avoir écoutés, on espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous donner la force, poser des questions, donner votre avis et commenter. On essaiera de vous répondre au prochain épisode. Les liens sont disponibles dans la bio. Prenez soin de vous, de vos proches et aimez-vous. Salut!